Lundi 17 mars, on se retrouve. Un lundi de plusieurs enjeux pour la République démocratique du Congo, dans le cadre diplomatique d'ailleurs. En tout cas, merci. Mais nous, ici, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur quel genre de scénario on peut envisager après les échanges de Luanda. Des échanges de Luanda qui vont commencer, qui vont débuter demain mardi 18 mars. Et dans le cadre de votre espace ici, nous avons une certaine particularité d'anticipation des faits. La fois passée, avant même qu'on ait constitué la délégation des membres de Kinshasa, nous avons parlé de quel type d'homme aligné pour aller discuter, bien entendu, avec le M23. Et nous avons proposé les critères. Et l'autre émission, bien avant, nous avons réfléchi sur cette discussion de Luanda. Est-ce qu'il y a un piège quelque part? Nous avons produit nos réflexions. Et nous vous remercions parce que vous aviez beaucoup apprécié. Et voilà, aujourd'hui, nous allons une fois de plus anticiper ce qui pourrait arriver. Et nous parlons de quel genre de scénario on peut s'y attendre. En tout cas, merci. Nous vous remercions. Et nous vous prions en tout cas de ne pas rater cette émission. Nous vous prions en tout cas de prendre cette émission, son numéro. Le numéro de cette émission, le partager. Si vous êtes Congolais, soyez branchés ici. Apportons nos idées. Parce qu'il s'agit ici de la nation. Ce n'est pas un problème particulier. De l'individu. Ça nous concerne tous. Et nous devons en tout cas, chacun, mettre la main dans la pâte pour la reconstruction, dans le cas d'espèce, de notre pays, afin qu'on retrouve la paix et la plus durable possible. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Vous savez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas, objectivement et au premier plan, les intérêts de la République démocratique du Congo. Mais avant d'analyser notre question du jour en rapport avec le scénario qui pourrait sortir de ces discussions, de ces assises de Luanda, nous avons quelques informations comme d'habitude. Son lundi, et c'est comme ça que nous vous avons dit, c'est lundi de beaucoup d'enjeux, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la SADC et de l'EAC se sont rencontrés à Harare, la capitale de Zimbabwe, au centre, la question de la République démocratique du Congo, les discussions qui doivent avoir lieu, le mandat de la MONUSCO, et là nous disons, mais laissez cette compétence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et voilà, c'est autour de cette question, surtout de la République démocratique du Congo, que les échanges ont tourné entre les ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC. Nous devons rappeler ici que il y a deux processus que ces deux organisations ont déjà mis en place et on doit en principe respectivement en tout cas suivre l'évolution, suivre les modalités, suivre ce qui a été convenu. Quels sont ces deux processus? Nous avons le processus de Luanda qui exige que la République démocratique du Congo échange avec le Rwanda. Nous avons aussi le processus de Nairobi qui exige ici que la République démocratique du Congo échange avec les différentes forces armées, à condition que 1. On ait le cessez-le-feu. 2. Qu'il soit démobilisé, sinon cantonné. 3. Qu'il soit identifié. Et 4. On peut procéder maintenant aux échanges. Là, c'est le processus de Nairobi. Et parmi ces forces négatives, le M23 est considéré, à juste titre, à un certain niveau, comme
une force terroriste. Mais malheureusement, là, à Luanda, nous allons échanger avec cette force terroriste. Donc c'est devenu maintenant une force négative de notre pays. L'Union européenne, cette question, nous allons en tout cas la développer convenablement demain. Prend ses sanctions sur quelques personnalités rwandaises impliquées dans l'agression de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y avait d'abord des sanctions politiques par l'Union européenne. Beaucoup de pays également se sont prononcés où ils ont estimé qu'il fallait maintenant geler les comptes avec le Rwanda, surtout sur l'appui de développement et appui militaire. Et cela touche directement à l'économie du Rwanda parce que, comme vous avez suivi, l'opposant rwandais avait dit, l'économie du Rwanda dépend à 60% des aides extérieures, en tout cas 30% de l'exploitation illicite des minerais sur le sol congolais, et c'est les quelques pourcents qui restent, ce qui est produit plutôt du sol, sinon de ressources rwandaises. Le Rwanda, à travers son président Paul Kagame, hier dimanche, organise en fait un meeting populaire. Le premier du genre après sa fameuse élection. Nous parlons bien de la fameuse élection parce qu'il avait obtenu 99,9. Ça se fait nulle part au monde. Le président le plus aimé, oui, il n'a même pas non, c'est possible, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'il dit, moi, j'ai été élu. Non, monsieur le président Paul Kagame. Alors, dans son meeting, il s'attaque à la Belgique. Pour Paul Kagame, c'est la Belgique qui a mené cette démarche pour finalement nous sanctionner. Et il s'adresse maintenant à ses concitoyens. Il dit, bientôt nous allons connaître des difficultés. Et la fin s'approche dans les prochains mois. Ça, c'est Paul Kagame. Et il est contre ces sanctions. Il s'oppose. Oubliant que, pas longtemps, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Belgique pour s'agenouiller. Et voilà, quelques temps après, il est là, en train de les vilipender. Et vous allez comprendre qu'il organise son meeting populaire simplement à un jour de la rencontre du Conseil du Conseil de l'Union européenne et à 2 jours de la rencontre de Luanda. Et il cherche à se dédouaner. Et nous vous avons dit la fois passée, il cherche à se dédouaner. Et il va jusqu'à dire, il ne comprend pas pourquoi, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, il ne cherche qu'à sanctionner le Rwanda. Il ne voit pas ce que fait la République démocratique du Congo qui appuie les FDLR. Alors Pascal répond à Paul Kagame, vous n'allez pas donner l'impression au monde que vous n'êtes plus lucide. Vous n'allez pas donner encore l'impression aujourd'hui au monde que vous n'êtes plus à mesure de réfléchir normalement. Ici, on vous reproche d'avoir physiquement, délibérément, volontairement envoyé vos éléments militaires avec armes à la main sur le sol d'un autre pays en violation de tout droit international, pillant, tuant, massacrant les Congolais. Et ça s'appelle agression. Et nous parlons que vous avez commis même le génocide sur le sol congolais parce que vous avez identifié la communauté. Et on parle au-delà, à ce jour, de 4 millions de personnes assassinées sur le sol congolais. Dans le cas d'espèce, pas longtemps ici à Goma, c'est plus de 4000 personnes également du coup. Mais lorsqu'il faut additionner avec d'autres massacres que vous avez réalisés depuis que vous avez commencé ces aventures, mais c'est très déplorable. C'est pour ça qu'on vous reproche. Jamais vous aviez vu une fois qu'on parle comme vous, l'appui de FDLR par la République démocratique du Congo. Jamais on a vu un jour un militaire congolais aux côtés des FDLR sur le sol rwandais s'opposer
à Paul Kagame pour qu'on dise, voilà, ils ont appuyé les FDLR. Mais vous, vous le faites sur le sol de notre pays. Voilà la différence. Peut-être que vous ne savez pas percevoir cela. Vous, vous êtes venus sur le sol congolais avec des militaires, avec des armes, et vous avez beaucoup massacré les Congolais, vous avez pillé le pays, vous tuez, ainsi de suite. Mais les Congolais n'ont pas fait cela contre vous. Même si vous pouvez supposer, selon vous, selon votre logique, qu'on a pris les FDLR. Mais à quel moment on a attaqué votre pays? À quel moment vous aviez vu les FDLR avec les militaires congolais sur votre sol? Voilà l'incongru de votre part. En tout cas, merci. Nous allons continuer. Alors, c'est déjà demain, mardi 18 mars, que vont débuter les assises de Luanda entre le gouvernement congolais, entre Kinshasa et le M23. Les délégations sont déjà choisies. Pour le compte de Kinshasa, nous avons Jean-Pierre Bemba. Nous avons la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner. Jean-Pierre Bemba, ah oui, parce que, vous savez, dans les anciennes discussions, il était au four et au moulin avec son MLC. Avec son MLC, voilà. Il parlait très parfaitement l'anglais. Madame Thérèse parle très parfaitement l'anglais. Je crois que la communication sera bien faite. De l'autre côté, M23 nous a parlé de Bertrand Bissimois qui vont l'accompagner, nous ne savons pas trop, mais le simple constat, c'est que vous vous rendrez compte que jusqu'à la preuve du contraire, au moment où nous échangeons, Corneille Nangaa n'a pas été invité. Référez-vous à notre émission. Attention, les oppositions risqueraient maintenant de commencer au sein de M23. Qui, ce cadre de M23, qui a commencé par le CNDP, ainsi de suite aujourd'hui M23, peut refuser l'intégration politique? Je ne vois aucun. Ça a été ça la lutte, avec des prétextes de l'intégration, enfin de retour de réfugiés. Mais je dois vous rappeler ici que en 2010, 2009, 2010, il y a eu des discussions avec le gouvernement. L'intention était d'entrer dans les institutions. Malheureusement, on n'avait pas respecté. Et c'est comme ça que lorsqu'ils ne se sont pas retrouvés dans le premier gouvernement après les élections de 2011, et même le dernier gouvernement avant les élections de 2011, ils vont se sentir floués. C'est comme ça qu'ils sont allés prendre les armes. Si ils étaient intégrés dans le gouvernement, ils ne partiraient pas refaire le M23. Et je ne vois pas comment ils vont refuser aujourd'hui. Et c'est après cela qu'on peut vivre des fissures entre l'AFC et le M23. Mais on n'y est pas encore. Ça a été pour nous une façon d'anticiper ce qui pourrait arriver. En tout cas, merci. Nous signalons ici en même temps qu'il y a eu, depuis hier, des affrontements vers Walikale. Et pourtant, on a eu l'appel du cessez-le-feu par le président de l'Union africaine, qui s'avère être aujourd'hui le médiateur dans ce conflit. Et c'est lui qui va conduire les assises entre la RDC, ici, le pouvoir de Kinshasa, et le M23 à Luanda. Nous citons ici Joao Lourenço. Mais, curieusement, cet appel de cessez-le-feu n'a pas été attendu par le M23 et qui a encore affronté certaines localités hier. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas l'assurance qu'il y a un cessez-le-feu. Nous devons rappeler ici, nous avons dit, avant qu'on envisage les discussions, dans le cadre du processus de Nairobi, on avait bien voulu qu'on commence d'abord par le cessez-le-feu, le cantonnement, l'identification des Congolais et des non-Congolais, et en fait compte, les échanges, les discussions.
Mais à ce jour, c'est l'inverse qui s'est fait. Nous allons commencer demain par les discussions, sans qu'on ne soit en mesure d'identifier qui est congolais, qui ne l'est pas, sans qu'on ait, en tout cas, cantonné les éléments de M23, sans qu'on ait obtenu le cessez-le-feu. Et vous allez comprendre à travers notre analyse pourquoi nous insistons sur cette procédure. Quel est le véritable scénario qui pourrait, en tout cas, arriver après les échanges ou les discussions ou les assises de Luanda? Le premier scénario pour nous, l'intégration des acteurs politiques de M23 dans les institutions. Parce que nous considérons qu'il n'y a que deux scénarios. L'intégration de ces acteurs dans les institutions. Le deuxième scénario, c'est la guerre qui va continuer. Parce que nous avons tenté de réfléchir à autre scénario, on n'a pas pu. Parce que le troisième scénario aurait été possible si ces gens n'avaient pas de grandes villes comme Bukavu et Goma. À ce moment-là, on parlerait de, accepter, laisser les armes, et bénéficier de l'amnistie. Et venir organiser vos activités au pays. Si réellement que vous êtes Congolais. Ce scénario serait également aussi envisagé. Mais à ce moment où ils ont deux grandes villes, une grande partie de la province du Nord Kivu, une grande partie de la province du Sud Kivu, vont-ils maintenant tout laisser pour bénéficier seulement de l'amnistie? Nous avons estimé que ce scénario, dans le cas d'espèce, ne pourrait pas être envisagé. Et donc, pour nous, nous avons deux scénarios. L'intégration des acteurs de M23 dans les institutions et la continuité de la guerre. Nous commençons par le premier scénario qui a rapport avec l'intégration des acteurs de M23 dans les institutions. Parce que là aussi, il y a deux volets. Il y a les acteurs politiques et les acteurs militaires. On commence par les acteurs politiques. Si on accepte qu'ils intègrent les institutions, en d'autres termes, on va ouvrir une brèche sur la transition. Pourquoi cela, Pascal? Parce que nous considérons que, jusqu'à ce jour, notre constitution veut que le pouvoir s'octroie ou s'obtienne par les élections. Et c'est à travers les élections que nous pouvons avoir des acteurs, des institutions bien assises avec leurs animateurs qui bénéficient de la légitimité de la population, qui bénéficient le mandat de la population. On peut avoir un mandat direct ou un mandat dérivé. Ça veut dire au second degré. Ou sinon par la suite. Alors, lorsque on va accepter que ces gens qui n'ont pas son mandat de la population intègrent les institutions, ça veut dire qu'en d'autres termes, on sortira de la Constitution et la logique sera de faire l'exception. Et lorsqu'on fait l'exception, c'est une transition et on n'est pas dans le déroulement normal de l'esprit constitutionnel. La possibilité, l'hypothèse d'une transition. Et lorsqu'on a la transition,
Nous, ici, nous craignons que les institutions issues des élections de 2023 puissent connaître un choc. Ça, c'est notre crainte. Entre autres, ici, le Parlement. Notre Parlement, vous savez, a 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous craignons d'autres risques. On risque d'arriver dans une phase telle que, oui, mais nous, on intègre les institutions. La protection, c'est à quel niveau lorsqu'on n'a pas des gens au Parlement? Et le scénario de 2003, les discussions de Sun City, risqueraient maintenant de produire leur effet. Et on pourrait dire, nous partageons le pouvoir dans le cadre du Parlement, parce que déjà nous avons accepté que nous sommes sortis un peu momentanément de la Constitution, c'est que nous avons accepté la transition, partageons alors le pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat pour que que vous avez accepté intégrer les institutions, nous puissions aussi avoir une protection à la base. Le contraire, on risquerait maintenant de nous balancer n'importe quand et nous faire partir lorsqu'on n'a pas de députés nationaux et n'a pas de sénateurs. On risque d'arriver, non, le président, on ne peut pas toucher au président. Lui reste jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Non, c'est ce qui pourrait, par exemple, en tout cas nous éviter qu'on touche à la Constitution. Il faut qu'on ait des garanties partout. On ait des garanties à l'Assemblée nationale, on ait des garanties au Sénat. Le président, lui, conduit le pays comme président de la République et jusqu'aux élections de 2028. Parce qu'on pourra même discuter comment nous pouvons avoir la primature. Or, nous savons bien, pour avoir un Premier ministre, vous devez avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est de cette majorité qu'on choisit le Premier ministre. Nous dégageons cette lecture sur le plan de l'intégration politique. Parce qu'en dehors de cette lecture pour nous, nous ne voyons pas l'issue qui ferait que, tout en acceptant qu'ils intègrent les institutions et que tout reste intact et qu'on évolue normalement comme si on était en train de respecter la Constitution alors que déjà on aura sorti de la Constitution à partir du moment où on aura accepté l'intégration des gens qui n'ont pas bénéficié prioritairement le mandat du peuple à travers les élections. La deuxième intégration, l'intégration militaire, c'est là que les Romains doivent s'empoignarder. Pourquoi? Parce que un État n'est État que lorsque nous avons des garde-fous. Les garde-fous dans un État, d'abord c'est les militaires avant de parler de la diplomatie. Les militaires doivent être prêts à tout moment, au nom du sacrifice suprême, défendre alors normalement et correctement l'État. Mais vous allez vous rendre compte avec nous, avec des traîtrises que nous avons connues, avec la désarticulation que notre armée a connue, c'est à cause de brassage et de mixage. Et ces brassages et mixages sont partis des cadres comme celui-ci. Et cela a été amplifié par une certaine intelligence du pouvoir de l'époque ici, qui avait un objectif de désarticuler les institutions et sinon désarticuler le pays. Et on permettait des gens comme ça, qui ne pouvaient pas bénéficier des grades. Lorsqu'ils viennent avec leurs grades et ils s'improvisent dans l'armée. Il n'y a pas coordination, il n'y a pas harmonie, il n'y a pas expérience avérée et conséquence. Ils rendent des services au Rwanda à leur État, au lieu de travailler pour le pays. Alors, comment on va faire? Pour cette question, nous disons,
Il faut un vrai veto. Dire en tout cas non. Pour vous, militaires, la seule solution, c'est vous transformer. Maintenant, imposer le DDRR. Donc vous devez vous réinsérer dans la société. Vous vous réinsérez dans la société. Alors, une discussion ferme sera engagée quant à ça. Parce que nous avons une difficulté énorme. Comment identifier les vrais Congolais? C'est comme ça que nous avons dit, on partirait d'abord du cessez-le-feu, le cantonnement, du cantonnement, l'identification. De l'identification, maintenant, on peut procéder aux échanges. Parce qu'on aura compris que tel est Congolais, tel n'est pas, et échanger avec les Congolais. Mais dans le cas d'espèce, on risque maintenant d'échanger directement et indirectement en même temps avec les non-Congolais qui vont s'arroger maintenant l'identité congolaise avec difficulté, comme nous vous avons toujours dit. Mais nous n'avons pas de pièce d'identité pour nous identifier. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on se réveille déjà? Est-ce qu'on sait comprendre que maintenant, nous devons gérer le pays autrement avec une certaine sérieuxité? Nous avons été légers depuis un certain moment. Nous n'avions pas compris ce qui est plus important. Au Congo, aujourd'hui, chez nous, ce qui est important est devenu moins important. Ce qui est utile est devenu moins utile. Ce qui est nécessaire est devenu moins nécessaire. Nous avons inversé les choses. Et pourtant, avant toute chose, on commencerait par faciliter les Congolais à obtenir les cartes d'identité. Que ce soit sur le plan économique, on trouverait l'équilibre. Que ce soit sur le plan sécuritaire, on se protégerait, on s'accepterait, on se comprendrait, on se connaîtrait normalement. Et voilà la complexité à son niveau. Et l'autre scénario, comme nous vous avons dit, c'est faire la guerre au cas où on ne serait pas à mesure de faire des concessions. On ne parviendrait pas à nous comprendre. Nous devons nous organiser normalement. J'ai vu un ami poster quelque chose, j'ai beaucoup aimé. Mais malheureusement, vous allez m'excuser, je n'ai pas pu prendre le nom de cet ami-là. Il dit, depuis trentaine d'années, je constate et je dégage un avis. Les Congolais trahissent toujours leur pays et les Rwandais ne trahissent pas leur pays. Les Congolais sont toujours très facilement manipulés, mais les Rwandais ne sont pas manipulés. Lorsque les Rwandais sont au Congo ici, c'est avec un objectif, peu importe ce qu'ils peuvent recevoir. Ils sont comme ça, et jusqu'à atteindre leur objectif, toujours pour l'intérêt du Rwanda. Mais les Congolais, très facilement, ils prennent l'argent des Rwandais contre leur propre pays. Les Congolais trahissent très facilement leur pays. Question d'observer le langage des acteurs politiques. Ma foi, je me dis, mais ces gens, est-ce qu'ils comprennent? Le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Le M23 et le reste, les guerres qu'ils ont menées depuis tout ce temps, ce n'est pas contre Tshisekedi. À l'époque, Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Comment nous ne pouvons pas comprendre ça? Les gens agissent comme si, maintenant, le problème, c'est contre Tshisekedi. Il a ses faiblesses, ça c'est évident. Comme tout humain, il a ses faiblesses, ça c'est évident. Mais il a ses qualités, vous devez reconnaître en même temps, il a ses qualités. Mais dans le cas d'espèce, c'est un président de notre République. Il a été élu, un président élu. Nous avons pris l'option d'accepter la démocratie, une démocratie jeune, avec ses difficultés. Nous avions connu en 2006, Jean-Pierre Bemba avait réclamé avoir été élu, et tout le monde ici savait comprendre que c'est Jean-Pierre Bemba qui était élu, mais on a proclamé Joseph Kabila, mais c'est pas pour autant que le ciel est tombé, et on a laissé le pays évoluer. On arrive en 2011, Étienne Tshisekedi a réclamé avoir été élu, il a prêté même serment chez lui, et tout le monde
semblait être convaincu que c'était Étienne Tshisekedi qui était élu, mais on a proclamé Joseph Kabila, mais le ciel n'est pas tombé. On a laissé, nous avons continué. Nous arrivons en 2016. Les élections allaient être organisées en 2016. Sans élection en 2016, mais nous avions connu un temps de prolongation jusqu'à avoir 2 ans et avoir les élections, mais le ciel n'est pas tombé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie. 2018, nous organisons les élections. 2028, nous organisons les élections. Nous ne pouvons pas dire qu'elles étaient très parfaitement bien organisées. Mais l'essentiel, l'important, est qu'on respecte le cycle et qu'on commence maintenant à asseoir la démocratie, qu'on avance et qu'on facilite le développement. La pauvreté est là, qu'on aide le pays à sortir de cette pauvreté. On ne peut pas encore nous ramener vers le bas. Et vous, politiques, vous êtes premiers maintenant à appuyer cette désorganisation, cette déstabilisation. Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Il s'agit de votre pays. Vous gagnez quoi en réalité? Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Pas forcément que demain vous le serez. Je savais le dire avec sagesse, avec intelligence à Joseph Kabila. Mais il est parti. Même si aujourd'hui il a des discours qui étonnent tout le monde. Il défend le Rwanda. Ça étonne tout le monde. Et contre le pays que lui a dirigé pendant son temps, pendant beaucoup de temps, ça étonne tout le monde. Tout coule. Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir aujourd'hui, mais il passera. Mais il a son mandat. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais attendez qu'il continue avec son mandat. 2028, ce n'est pas très loin. Pourquoi? Pour 2 ans, pour 3 ans, on veut désarticuler le pays. Et vous êtes opposant politique et vous acclamez cela. Non, vous êtes mauvais contre votre propre pays. Vous êtes purement mauvais contre votre propre pays. Pour le pouvoir que vous cherchez à avoir, vous voulez qu'on déstabilise votre pays de cette façon. Vous souhaitez que votre pays risque de cette manière. Mais non. Le cas comme celui-ci, on verrait tous les acteurs politiques, sans exception, avoir un seul langage, celui de ne soutenir que notre pays. Parce que le monde entier nous a fait comprendre que votre pays est agressé par le Rwanda. Nous, États-Unis, nous sanctionnons les personnalités rwandaises, entre autres si James Kabarebe et les autres. Nous, Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ONU alors, nous sanctionnons le Rwanda. Le Rwanda vous a agressé. Nous, l'Union européenne, malgré que nous avons des contrats avec le Rwanda, nous sanctionnons le Rwanda. Parce que le Rwanda vous a agressé. Mais les acteurs politiques de notre pays, au lieu d'avoir le même langage, difficile d'entendre quelqu'un tenir un propos, en tout cas déterminant à l'égard de Paul Kagame. Non. Parce que je fais l'opposition. Non. Nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Donc, nous avons dégagé le premier scénario et le deuxième scénario. On n'a pas eu le troisième scénario, nous vous avons expliqué la raison. Maintenant, la question. Entre les deux scénarios, quel est le scénario le plus valable, le plus acceptable? Est-ce que c'est le premier qui consiste à intégrer dans les institutions ces acteurs de M23? Ou c'est le deuxième qui consiste à continuer à faire la guerre et donc peu importe ces discussions? Mais n'oublions pas, au-delà de ces deux scénarios, parce que là, nous sommes dans le cadre, je considère de mon point de vue, même si on n'a pas respecté la procédure comme nous vous avons dit, dans le cadre du processus de Nairobi, mais il y a un processus de Luanda qui veut bien que nous puissions échanger avec le Rwanda. Nous devons pousser vers ce processus pour qu'on échange directement avec le Rwanda. Paul Kagame
Le 25 décembre, la fois passée, il avait fui les échanges. Il avait bien qu'on puisse échanger avec le M23. Maintenant que nous échangeons avec le M23, il faut maintenant que son argument qui a consisté de fuir les échanges tout en faisant croire à l'opinion que nous devons d'abord échanger avec le M23, maintenant nous échangeons avec le M23, lui doit revenir pour qu'il échange avec nous, nous soyons à mesure de lui dire des choses. C'est dans le cadre de ce processus-là que nous pouvons, en tout cas, désamorcer, désarticuler, décourager les initiatives qui font que les acteurs de M23 aient des racines, aient d'appui, un peu de la force. C'est le Rwanda. La diplomatie doit savoir pousser, une fois de plus. Parce que Paul Kagame commence à trouver des prétextes, comme si le problème est congolo-congolais. Nous vous avions déjà averti. Attention, n'oublions pas ce volet ici du processus de Luanda. Toutes les organisations du monde nous ont renvoyés à la sous-région. Et à la sous-région, nous avons ces deux organisations qui ont piloté les échanges de la crise de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci. Les premiers signaux vont nous démontrer demain, mardi soir, nous serons. Et demain, nous allons revenir également sur l'acte de l'Union européenne sur les sanctions. Et nous aurons une émission plus complète afin qu'on soit toujours à mesure de vous servir comme nous le faisons. Mais vos messages sont les bienvenus. Vos j'aime. Nous aimons aussi quand vous dites j'aime l'émission. Nous aussi, nous disons, ah, nous aimons celui qui a aimé notre émission. Et pour cela, partageons l'émission. Vous, vous êtes Congolais, suivez nos analyses. Nous sommes dépassionnés. On est Congolais, on parle le pays. Pourquoi vous devez aller ailleurs? Pour entendre les injures? Non. Nous ne savons pas personnaliser le débat. On n'a pas besoin de ça. Nous devons plutôt parler pays. Venez ici, soyons nombreux. Venez ici, soyons ici. Ne soyons pas sur les apeuplistes. Non, ce n'est pas important. Tel, regardez ce qu'il fait. Bon, on t'injurie. Il a fait ça, il a amené ses enfants là-bas. Il a fui, il est ici. Nous, on n'a pas besoin de ça. En fait, quand nous restons Congolais, nous voulons les analyses, tout en étant Congolais, aider notre pays. Et cela, en échange, vous nous envoyez les messages avec les idées. Nous aussi, nous prenons ces idées-là. Nous essayons de les préparer et le matin, nous venons présenter l'émission. C'est comme ça que nous allons aider notre pays. En tout cas, merci. Au revoir. À demain.